Aujourd'hui, je reçois Patrick Chastel qui vient nous présenter son nouveau bébé ailé, le monarque de Tahiti. Je vais pas me fourvoyer en le prononçant à la tahitienne. Vas-y, à toi. Non, Mamao, tout simplement. Bonjour Martine et bonjour à tous. Voilà, tout simplement. Tout simplement, Mamao. J'avais peur de me tromper sur la glottale. Alors, c'est un magnifique petit livre déjà. Alors, bravo aux éditeurs, pour commencer. On va commencer par saluer les éditeurs. Ouais, je crois qu'ils vont nous écouter là. Quand on est un auteur, il faut mieux commencer par saluer son éditeur. Ouais, en plus, tu sais, ils sont très méchants, je les connais bien. Ils sont adorables. Denise et Robert Koenig, évidemment, des éditions Haripo. Qui nous rendent visite parfois. Non, et c'est toujours un travail de grande qualité. Et là, c'est d'une qualité absolument étonnante. Parce que lorsque je l'ai eu en main, avant même de l'ouvrir, je me suis dit, ça c'est impeccable pour aller en classe avec des enfants, ou même, pas en classe, mais c'est glacé, c'est épais, et le contenu est dense. Tout à fait, c'est exactement ce qui a été voulu par justement l'auteur au départ, les éditeurs ensuite et l'imprimeur, donc STP Multipresse, puisque tout est fait localement, comme toujours chez Haripo. Et on a voulu un petit livre qui soit agréable, en papier glacé en effet, qui soit aussi agréable pour les adultes que pour les enfants, pour les élèves que pour les enseignants, puisque ce livre est destiné à tous ces gens-là. Oh, mais même, parce que moi j'ai appris plein de choses là. Voilà, bah, écoute, tu n'es pas la première à me le dire. Beaucoup d'adultes qui ont lu ce livre me disent, mais j'ai appris plein de choses que je ne savais absolument pas. Voilà. Donc c'est vraiment pour tout le public et c'est voulu comme ça. Et c'est le début d'une grande collection puisque donc c'est le premier ouvrage d'une collection qui va s'appeler Te Manu te Whenua, donc c'est-à-dire c'est les oiseaux du territoire voilà. de Polynésie. Voilà. Donc celui-ci c'est le monarque de Tahiti. Il existe simplement à Tahiti? C'est ça. Donc celui-là est donc le premier de la collection. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau qui existait en très grande quantité il y a une centaine d'années et qui a complètement disparu aujourd'hui. Il n'y a plus que 53 de recensés par l'association Manu, l'association d'ornithologues, qui vivent uniquement dans 3 vallées de la côte ouest de Tahiti, sur Punauia et Paia. Et c'est les derniers de cette espèce. Il n'y en a pas dans les autres îles? Qui est endémique de Tahiti. Donc il n'y en a même pas à Moorea, quoi. Et il y a une vingtaine d'années, il n'y avait plus qu'une dizaine de ces oiseaux-là. Grâce à l'association Manu, ils ont réussi à en sauver et à avoir quelques petits, parce que cet oiseau ne fait qu'un petit par an, et donc fait partie des espèces endémiques de Polynésie et uniquement de Tahiti. Alors pourquoi ont-ils disparu? Parce que ils sont un petit peu noirs, si on regarde pas trop, ça fait un petit peu comme les merles tout noirs, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Espèce endémique. C'est grand comment? Ce sont des petits... Ça fait une quinzaine de centimètres, c'est ça, entre 15 et 18 centimètres, voilà. Donc c'est pas des très grands oiseaux, mais qui sont pas très peureux, donc ils s'approchent un petit peu des nouveautés, etc. Et donc ça peut être très dangereux vis-à-vis des prédateurs. Alors le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de prédateurs. Oh, les pauvres. Les principaux prédateurs, ce sont d'abord les autres oiseaux. Le merle. Les merles des Moluques, voilà. ils ravagent, ils ont tué beaucoup d'espèces. À attaquer les nids, à chasser les femelles. Parce qu'en fait, ils avaient été importés, les merles des Moluques, pour manger les guêpes. C'est ça. Vers les années 1920, le merle des Moluques a été importé pour une guêpe. En fait, ils se sont complètement désintéressés des guêpes. Voilà. Ils mangent les fruits. Les fruits, c'est quand même plus facile à attaquer, ça pique moins. Voilà. Même chose pour le bulbul à ventre rouge qui a été importé ici dans les années 70 uniquement à titre décoratif parce qu'on le trouvait joli, mais qui lui aussi attaque les oisillons et les œufs. Et ils se sont échappés de la cage. Voilà. Même chose pour le busard que tout le monde appelle l'épervier ici, mais qui n'est pas un épervier, mais le busard de Gould qui a été introduit en Polynésie en 1885, qui venait d'Australie, pour attaquer les rats, et qui n'attaque plus les rats, mais les oisillons et les poussins. Parce qu'il y en a un à côté de chez nous, je le vois. Voilà, on le voit planer. Et je l'ai vu même attaquer un coq un jour. En tahitien, cet oiseau s'appelle le Manu Amumoa, c'est-à-dire l'oiseau qui mange les poulets. Voilà, oui, c'est vrai. Donc, et puis, il y a l'autre grand prédateur, c'est le rat, le gros rat. Oui, qui aurait dû être mangé par le busard. Voilà, qui lui n'est pas mangé par le busard. Ils ont dû s'entendre. Oui, probablement. Ils ont fait alliance. Des fois, il y a des alliances contre nature. La loi de la jungle. On va pas épiloguer, voilà. Mais bon. Le rat, il faut pas oublier non plus les chats un peu sauvages qui vivent dans les fonds de vallée, sont les chats qui ont été abandonnés et qui s'attaquent au nid également. Et puis, on pense moins, le miconia et le tulipier du Gabon, qui sont des plantes, n'attaquent pas
les oiseaux. Ne me dis pas que les plantes attaquent les oiseaux. Si, parce que les plantes carnivores. Le Miconia, avec ses grandes feuilles, fait mourir la végétation qui est en dessous. En mourant, cette végétation fait mourir également les petits insectes qui vivaient à l'intérieur, qui étaient la nourriture du homamao et d'autres oiseaux. Donc, ils sont aussi responsables. Alors, quand tu mets tous ces prédateurs bout à bout... Et le tulipier du Gabon, c'est pareil, il fait de l'ombre tout autour. C'est pareil, voilà. Donc ça, par exemple, ça fait partie des choses que j'ai apprises. Bon, je savais que le Miconia était une peste végétale, mais je ne savais pas que finalement ça... Il a même un impact donc sur les oisillons et sur la nourriture des oiseaux. Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis tu rajoutes la petite fourmi de feu qui est encore relativement récente. Tout ça, commence à faire beaucoup pour notre petit homamao. Les fourmis attaquent les oiseaux ? Ben écoute, elles s'attaquent, les oisillons, voilà, dans le nid. Et donc tout ça peut être mortel. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses pour notre petit homamao. Je montre un petit peu à la caméra. Il est si mignon notre petit homamao qu'il faut absolument le protéger, voilà. Donc on a réussi de 10 individus à faire remonter un peu la population. Donc le dernier recensement de l'association Manou comptait 53 homamao sur ces 3 vallées de la côte ouest. Et il n'y a pas moyen d'en capturer, j'explique, pour en mettre dans des volières et les faire se reproduire, non, ça serait compliqué. Je pense pas, non. Histoire de les sauver, ils vivent dans les fonds de vallée, et il faut absolument essayer de les protéger. Alors, l'association... pour remplir un peu la population. Oui, alors l'association Manou, par contre, elle pose des pièges pour les merles, pour les bulbules, pour les rats, pour essayer d'empêcher justement ces prédateurs d'approcher des nids. Voilà. Donc on peut espérer que cette population d'oiseaux va continuer à augmenter. Mais c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Il faut que tout le monde soit un petit peu sensible à tout ça, parce qu'on parle beaucoup de protection de l'environnement, protection de la nature, et puis protéger les oiseaux. Parce que on entend souvent dire qu'en Polynésie, il y a relativement peu d'oiseaux, ce qui est une erreur, puisque on s'aperçoit qu'en Polynésie, il y a 126 espèces d'oiseaux, et c'est sur 126 espèces d'oiseaux, il y en a 31 qui sont endémiques, soit d'une île, comme le homamao, soit d'un archipel, comme le coucou aux Marquises, la tourterelle verte des Marquises, qui est endémique de tout l'archipel, mais 31 espèces endémiques, donc il faut absolument sauvegarder, parce qu'elles font partie de la richesse du patrimoine et du territoire. Voilà. Et donc nous, pauvres citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple ? Je crois déjà que la première chose qu'on peut faire, c'est au niveau des rats, qui prolifèrent de plus en plus, à cause de nos poubelles, à cause de nos déchets, à cause des déchets qu'on peut voir encore sur les plages, même encore aujourd'hui. Et ça, il faudrait commencer. Parce que ça, c'est le rat noir qui a été apporté par les bateaux. C'est ça. C'est sur pas le ton livre aussi, il y a l'histoire du petit rat. Voilà. Alors, il y a deux espèces de rats ici. Il y a donc le rat polynésien, le petit rat polynésien qui est arrivé avec les premières pirogues et qui, lui, n'est a priori pas vraiment dangereux parce qu'il est essentiellement frugivore. C'est-à-dire qu'il se nourrit de fruits. Et il a été bien éduqué, celui-là. Voilà, il est très bien. Et puis, le danger, c'est le rat norvégien, le Ratus ratus, le rat noir. Norvégien, mais il doit avoir froid, c'est son nom scientifique. Qui a débarqué avec... norvégien, en plus. Oui, c'est le rat norvégien, qui a débarqué avec les bateaux, les premiers bateaux qui ont débarqué ici, et qui, lui, n'est pas du tout frugivore, il mange de tout et n'importe quoi. Et c'est celui qu'on trouve sur les décharges. Voilà, alors quand on voit les décharges actuellement, etc., tous ces problèmes de déchets qu'on peut avoir, les rats prolifèrent, et les rats, c'est une catastrophe aussi pour nos petits oiseaux, quoi. Donc je crois que la première chose, il faudrait justement que les jeunes enfants, j'ai un peu peur que pour les adultes ce soit peut-être un petit peu tard, mais que les enfants apprennent justement maintenant à plus jeter des canettes comme on peut le voir, ou à laisser traîner des paquets de Twisty ou n'importe quoi. Il va falloir un petit peu éduquer un peu tout ça, et je crois qu'il y a un rôle des enseignants, des parents très important à jouer à ce niveau-là. Donc alors là, ça fait partie donc d'un travail sur l'environnement. Je vois que c'est la collection Te Manu o Te Whenua, donc il y a d'autres petits oiseaux en préparation. Oui, donc nouvelle collection chez Arepo, donc Te Manu o Te Whenua. Le prochain est déjà écrit, ce sera sur le Noha. Le Noha, c'est le pétrel de Tahiti, qui est donc un oiseau marin, et qui lui est menacé par ce qu'on appelle la pollution lumineuse. C'est-à-dire... Alors là, j'avais quelqu'un qui était venu ici en parler, de l'association Lucie, il me semble, je ne voudrais pas me tromper, ornithologue, et qui nous avait expliqué un petit peu ce qui se passait avec cette pollution lumineuse. Voilà, parce que le jeune pétrel, quand il part du nid la nuit, il se dirige vers la mer, il est attiré par les lumières au sol, il se pose au sol, et là il n'a plus assez de force pour repartir. Et donc c'est un vrai danger, ces pollutions lumineuses qui se multiplient maintenant avec des zones de plus en plus éclairées.
Et donc, il faut être au courant un peu de tout ça. Donc, j'ai écrit donc un texte sur le petit Nora. Alors, tu as vu que dans ce Omamao, c'est un dialogue entre un grand-père et son petit-fils. Et je vais garder le même schéma, on va dire, d'écriture. Oui, c'est le vieux sage qui apprend. Voilà, et l'enfant qui pose des questions aussi pertinentes. Et qui pose des questions pertinentes, bien sûr. Donc, à faire, puisque c'est toi qui les as écrits. Et donc, on aura toujours ces deux personnages avec un dialogue. Donc, le prochain, ce sera donc sur le Nora, le pétrel. Et le suivant, le troisième est déjà écrit, ce sera sur le Hura. Le Hura, c'est la perruche de Rimatara, cette petite île des îles australes qui est magnifique, 8 km², c'est tout petit, sur laquelle vit cette perruche qui ne vit qu'à Rimatara, qui est endémique de Rimatara, qui est de toutes les couleurs, qui est vraiment d'une très grande beauté. Et Rimatara est passionnant parce que c'est une des deux seules îles de Polynésie où il n'y a pratiquement aucun prédateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rat noir, il n'y a pas de merle, il n'y a pas de bulbule, il n'y a pas de busard, il n'y a pas de tulipier, il n'y a pas de miconia. C'est assez incroyable. Donc c'est un petit joyau préservé. Exactement. En quelque sorte. Il y a Rimatara qui est comme ça aux Australes et Uahuka qui n'a pas encore de rat noir non plus aux îles Marquises. Où là tu as un oiseau endémique qui s'appelle le pihiti qui fera normalement l'objet du numéro 4 de la collection. C'est très prolifique là. Non mais c'est très intéressant. Moi aussi j'ai appris plein de choses en écrivant ce premier texte et j'ai eu envie de continuer. Et puis de s'apercevoir qu'en effet il y a une richesse aviaire, hein, donc les oiseaux, beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine en Polynésie. Et il faut qu'elle soit connue par les enfants comme par les adultes. Et donc c'est pour ça que tu as vu dans cette collection, on va avoir une première partie qui va être un dialogue entre le grand-père et le petit-fils, et puis une deuxième partie qui a été rédigée par Denis Koenig, qui sont des renseignements beaucoup plus techniques, voire scientifiques, un peu documentaires, pédagogiques. Tout à fait lisible, hein. Tout à fait. Pas des gros mots pédagogiques, voilà. C'est très bien expliqué. Les 5 dernières pages sont un petit peu plus poussé au niveau de la documentation pour que l'adulte, pour que l'enseignant puisse travailler avec cela, avec les enfants, avec les élèves. Ou que les parents lisent une petite histoire le soir aux enfants. Absolument. Alors dis-moi, qui a fait les illustrations ? Alors les illustrations ont été réalisées par Manu Allais, qui est un jeune illustrateur qui est professeur à Pomare. Et avec qui on avait déjà travaillé pour mon livre précédent qui s'appelait Terreur à Ivaoa. C'est déjà lui qui avait fait la couverture de ce livre. Avec le 100-pied ? Avec le 100-pied géant. Dont tu m'as parlé. Et donc c'est lui qui a réalisé toutes ces illustrations. Beau. Voilà, il a fait de très très belles illustrations, très c'est agréables. Vraiment un plaisir de feuilleter ce livre parce que on a l'impression d'être dans la forêt, dans les arbres. Tout à fait. Ça plonge bien. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il change de couleur au fur et à mesure de sa vie, cet oiseau-là. Oui, c'est ça. Il est orange, un peu jaune-orange clair quand il est jeune, et puis comme on le voit ici, et puis il devient noir en vieillissant, en devenant adulte. Voilà. Donc, si on repère des oiseaux comme ça, on peut toujours s'adresser aussi à l'association Alors, bien sûr, des Manous au Téfénois. C'est même elle qui s'occupe quand il y a des pétrels qui sont retrouvés au sol, etc. Il faut joindre l'association Manou, donc la société d'ornithologie de Polynésie, qui, eux, s'occupent de tous ces problèmes d'espèces d'oiseaux en danger ou en voie d'extinction pour certains, quoi. Bien, écoute Patrick, je te remercie. Donc c'est de Patrick Chastel, édité aux éditions Haerepo, Le Monarque de Tahiti, Omamao. Je pourrais peut-être ajouter que tout le monde a fait aussi un effort pour le prix de vente qui est à 950 francs. Et pour un beau livre en couleur, papier glacé, 950 francs, c'est vraiment pas cher. C'est le prix de vente dans toutes les librairies. Et je voudrais aussi signaler que j'interviens gracieusement dans les écoles qui en font la demande. Si des écoles veulent travailler autour du Omamao ou autour d'un autre de mes livres, j'interviens dans les écoles très facilement, voilà, sans aucun problème. Je te remercie pour eux, en tout cas. C'est moi qui te remercie. Voilà, sauvons ce petit oiseau, puis les autres aussi. Absolument. Et donc, on attend avec impatience les suivants. Pas de problème, ça va venir. Merci Patrick. Merci Martine.